Bonsoir et bienvenue dans un nouveau Studio Millennium. C'est un studio spécial belge que nous vous proposons ce soir. Tous les films de la compétition belge et de la compétition Jeunes Talents Belges sont disponibles sur Sooner depuis hier et le sont jusqu'au 30 mai. Ce soir, nous allons accueillir 4 réalisateurs dont les films concourent dans la compétition belge du Festival Millennium. Nous aurons avec nous Karima Saidi, réalisatrice du film Dans la maison, Romy Trajman, réalisatrice du film Le divorce de mes parents, Boris Van de Navoort, réalisateur du film Le dormeur éveillé, et enfin Charlotte Diamant, réalisatrice du film Les héritières. Toutes les discussions seront encadrées et modérées par Zlatina Rousseva, directrice artistique du Festival Millennium. On va commencer tout de suite avec un petit clip qui illustre bien la compétition belge du festival. Bonjour, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir ce soir 4 réalisateurs belges, puisqu'on a commencé hier sur le Sooner, le programme belge, le programme des films belges. Nous avons 9 films en compétition et je suis vraiment très heureuse parce que cette année nous avons une compétition belge très forte avec des films questionnants, innovants. Beaucoup font partie de notre nouvelle thématique qui explore l'espace intime, les relations intimes. Et donc, premier invité est Karima Saidi avec son film Dans la maison. Karima, vraiment, j'aime beaucoup votre film. Il m'a beaucoup touchée. Peut-être parce qu'en fait, j'avais voulu faire un film sur mes parents qui sont partis très vite et que je n'ai pas pu faire. Mais voilà. D'abord, félicitations pour ce beau film et pour votre beau travail. Ce film raconte votre relation avec votre maman, mais c'est aussi toute une relation avec les origines, avec tout un passé, avec votre famille, avec la communauté. Et c'est un film, j'étais impressionnée par le travail d'image et de son dans le film. Mais avant de vous poser quelques questions, peut-être voyons un premier extrait, donc, qui est le début du film et qui est très beau. ماما ماما شنو بغيتي تسند؟ بغيتي تسند في القرآن ولا في الآلة؟ الآلة. ماما تيني عارفة راسك فايتينا هنايا؟ فين لا راح تسقيني باين؟ راح تسقيني وكيف عملوا هاد السبينية؟ سقيني غايتها وفين جات هاد السبنية بايتة؟ لهنا شكون أنا؟ شيري شيري دو شكون؟ ديالي شنو اسمي؟ كريمة وأنا بنتك فينا بنتي ما نسيتينيش؟ لا ماما دابا غادي نمشي
Non. Juste un petit rappel pour nos spectateurs. C'est un film qui raconte votre relation avec votre maman. Vous dites dans le film Maman, je fais un film sur toi parce que j'ai envie de te comprendre et de te connaître. Ce film est réalisé à la fin de la vie de votre maman qui était malade. Et dans le film, il y a beaucoup de pistes, beaucoup de symboles, beaucoup d'éléments qui reviennent. Et donc, dans ce premier épisode que nous venons de voir, qui est l'épisode avec... vous lui posez la question, maman, quelle musique tu veux écouter, la musique andalouse ou le Coran? Et donc, chaque fois, en fait, cette question revient plusieurs fois dans le film. Et chaque fois, elle donne une réponse différente. Et aussi, il y a cette question, je suis ta fille, est-ce que tu me reconnais? Qui, j'ai l'impression, est une question plus, en fait, qu'une simple connaissance ou reconnaissance. Et la question de la porte. Donc, cette porte qui revient toujours dans votre film et qui est une porte symbolique. Est-ce que vous pourrez me parler un peu de la genèse de votre film, de qu'est-ce qui était le premier, l'image, le son, l'idée? J'ai lu un livre de Annie Ernaux. Au moment où j'ai su que ma mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer, j'ai lu le livre Je ne suis pas sortie de ma nuit de Annie Ernaux, qui tenait un journal de la maladie de sa mère. Et ça m'a inspirée de faire la même chose. Quand je me suis retrouvée face à cette expérience, je me suis dit que j'allais essayer de passer un maximum de temps avec elle, mais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et donc j'ai commencé à tenir un journal. Et la première chose après qui s'est passée, ça a été l'image. J'ai commencé à faire des photos. Et c'est quand elle est allée en institution que j'ai commencé à enregistrer sa voix. Mais je n'ai pas travaillé de manière synchrone. Je faisais des photos et puis j'enregistrais sa voix et nos conversations. C'est comme ça que... Et donc la jeunesse, c'est le journal. C'est d'être soudain dans cette intimité avec elle. Nous avions nos vies chacune et puis soudain je me retrouve à devoir me rapprocher d'elle, à devoir prendre soin d'elle et donc aller la rencontrer. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. En fait, c'est parce que j'étais dans cet accompagnement et ça me permettait aussi de prendre peut-être de la distance, mais aussi d'apprendre à la regarder. Et dans le film, dans cette première séquence que nous avons vue, il y a quelque chose qui m'a vraiment étonnée, qui m'a interpellée quand elle dit « Je suis dans une mouchoir et je suis de l'autre côté ». Et donc à la fin du film, nous voyons, quand elle est enveloppée en fait, dans les draps blancs, je me suis rappelé en fait cette mouchoir, d'ailleurs c'était aussi une des raisons de choisir cet extrait. Je crois qu'il y a beaucoup de répétitions, beaucoup d'éléments en fait, qui reviennent régulièrement dans votre film, comme par exemple ce parcours quand vous cherchez sa maison, mais que ce n'est pas clair, en fait on ne se souvient pas, on ne le trouve pas. Il y a tout un cheminement vers un début qui est quelque part qui est votre maman, d'où elle vient, qu'est-ce qui était à la base de sa vie. Donc il y a plusieurs solutions dans le film qui sont des solutions vraiment artistiques de grande qualité, je trouve. Par exemple, pourquoi ça vient souvent, cette question de la musique? D'abord, pratiquement parce que quand une personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer, on va essayer de
communiquer avec elle en utilisant aussi des choses qu'elle aime, donc en lui faisant écouter de la musique, par exemple. Et c'est plus facile de demander de choisir entre une musique et une autre que de commencer à lui demander elle-même de trouver la musique qu'elle souhaite entendre. Voilà, Et aussi parce que le Coran, c'était quelqu'un qui était très croyant, qui était une hajja, donc qui a été à la Mecque, etc., donc qui avait ce parcours quand même important dans sa vie. Et la musique andalouse, c'est une musique qui est vraiment, qui a l'équivalent de la musique classique ici en Europe, donc qui est une musique savante, mais extrêmement répandue au Maroc. Et les gens de Tanger, de Fès et de Tétouan sont de très grands amateurs de cette musique. Et donc, ça permet aussi de la mettre à l'aise parce qu'elle se reconnecte à des choses qu'elle connaît et qu'elle aime, qui sont ces musiques-là. Ça permet aussi de ritualiser. Vous voyez, en fait, dans ce film, il y a souvent, quand je lui pose des questions, je me sers aussi de ce qui est simplement la relation pratique avec elle, de comment faire en sorte, de faire en sorte qu'elle soit bien, et donc de lui donner des choses pour qu'on puisse les écouter ensemble, pour qu'on puisse chanter ensemble, pour qu'on puisse... c'est aussi des chemins de mémoire, donc ça va peut-être permettre après de pouvoir se souvenir de quelque chose. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et vous et votre maman, vous avez eu une vie très difficile. Il y a eu un parcours familial, je dirais en fait très dur, que vous évoquez dans le film. Et peut-être on pourra voir un deuxième extrait, qui est l'extrait lié à votre sœur et au mariage forcé, qui sont souvent pratiqués et encore pratiqués dans les familles. Et je me posais la question aussi, pourquoi votre maman, qui a tellement souffert de son mariage précoce, a quand même continué à pratiquer ce genre de mariage pour ses enfants. Mais voyons d'abord l'extrait. العروسة والعروس عرفتو وقفوا. خصك توقف علاش؟ ماما شنو يدخلك في راسك؟ علاش جوجتيها؟ علاش؟ ماشي تنطعني علاش وماشي علاش قلتي لي الأغنية أنا بديتها لك ما أمينة عندها 15 عام، ديتيها المغرب وضربتي لها صداق. اللي كان قال عليه هي تصويرة أمينة في التلفزيون. بعد الصداق رجعنا لبرجيكا وأمينة خرجت من الدار، هربت، دابت. هذه هي النوبة الأولى اللي غادي نحس أنا بالعار. العار ça veut dire la honte. وشاو فد الناس كيهضروا، الناس كيقولوا بنتك ضايعة في لاكار دو نور، مقابلة ليبرا، بنتك مفسدة. Oui, voilà, je pense que c'était quand même une tragédie dans la famille. J'imagine que vous avez dû vivre ça difficilement. Et donc, je me demande en fait pourquoi on perpétrait ce choix du mariage précoce alors que
c'est quand même votre maman a vécu ça et donc elle en a beaucoup souffert. En fait, je vais juste rectifier quelque chose parce que c'est elle qui choisit de se marier. Ce n'est pas, ça ne lui a pas été imposé quand je le dis au début du film. C'est elle qui choisit son mari. Parce que dans sa génération, c'était tout à fait normal, on se mariait, il n'y avait pas l'adolescence. Donc on arrive à l'adolescence, on était adulte et on quittait la maison. Mais pourquoi est-ce qu'elle reproduit ça en arrivant en Belgique? Les gens de l'immigration arrivent dans les dernières parties des années 60 et ils sont encore avec ce qui leur semble juste aussi au niveau des traditions, des habitudes. C'est normal de marier quelqu'un jeune. Il a fallu qu'elle soit confrontée à l'expérience de voir sa fille partir pour se rendre compte. En fait, c'est l'expérience qui va lui apprendre que c'est pas le bon chemin. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais j'ai l'impression que les communautés et le fait en fait qu'il y a beaucoup de communautés qui sont finalement assez fermées ici à Bruxelles, qui vivent par exemple une petite communauté marocaine et des gens qui vivent entre eux et qui se transmettent en quelque sorte les traditions et les obligations de respecter certaines coutumes. Parce que dans votre film, donc, on voit le cas de votre sœur, on voit aussi le cas de vos frères qui n'arrivent pas bien à s'intégrer, à naviguer entre deux communautés. Et aussi, quelque chose qui m'a impressionné, quand vous dites dans le film, et les gens parlent, et le regard des gens. Et donc, on a l'impression que le regard des gens dans la rue, les gens autour, quelque part, influence beaucoup la vie. Et aussi, vous avez dit plusieurs fois, maman, ici tu es en sécurité, tu es en Belgique, tu es en sécurité. Quelle est en fait cette expérience? Est-ce que vous avez fui cette communauté? Est-ce qu'en fait vous avez... Quel était l'impact sur vous-même? Je pense que d'abord, peut-être parce que j'ai été au bout de ce processus, on a plus un fantasme de la communauté que ce qu'est la communauté vraiment. C'est-à-dire que on projette beaucoup de choses sur la communauté. La communauté est fermée, mais la communauté, pour moi c'est une vraie question, et c'est en chemin encore. Qu'est-ce que c'est la communauté? Parce que je fais aussi partie de la communauté. Je suis d'origine marocaine, je suis issue de l'immigration, je fais aussi partie de cette communauté. Et nous sommes plein à faire partie de cette communauté, de générations différentes, et avec en fait des avis complètement différents. Mais ce qu'il faut peut-être voir, c'est que, et là je vais vraiment taper sur les médias, parce que je ne peux pas faire autrement, c'est pourquoi est-ce qu'on stigmatise toujours la communauté? Cette communauté elle est beaucoup plus multiple. Je le vois dans les réactions par rapport au film. J'ai des dizaines de messages de gens qui me disent merci d'avoir fait ce film. Merci en fait d'être venu regarder ce qui se passe qu'on ne montre jamais. On est plein à avoir eu des histoires pas faciles, à avoir eu des histoires tragiques. Mais on souffre de plusieurs maux. Hein. On est toujours enfermé dans quelque chose en fait. Ou on est comme les Occidentaux, ou on est comme des Marocains. Mais nous, on est mixte, on est complètement mélangés. On se réinvente en fait. D'ailleurs, le film, il est ça aussi. S'il est objet, s'il existe en tant que tel, c'est précisément parce qu'il est issu de cette communauté, parce qu'il porte un regard sur cette communauté à la fois très aimante et à la fois avec des questions. Pourquoi est-ce que... Je pose quand même une série de questions dans le film où j'ai pas de réponse.
et où j'essaye un petit peu de renvoyer chacun face à lui-même et face à ses peurs. Souvent, on a peur, mais on a peur de quoi? Je pense que c'est plus dans notre tête, réellement, que dans la vraie vie. Oui, il y a des choses, mais traiter quelqu'un de divorcé, de femme, celle, Aïcha a divorcé, je pense que quelqu'un le dirait aussi venant, enfin un belgo-belge pourrait aussi dire ça. Ah oui, un tel l'a divorcé. Mais pourquoi est-ce que c'est un traumatisme? Pourquoi est-ce que... Vous voyez, c'est plus de cet ordre-là, en fait. C'est plus de l'ordre du fantasme, je dirais. Je suis sûre que tout est dans notre tête. Et en fait, il suffit parfois de dire, ben voilà, je n'accepte pas. Et qu'on se libère. Mais c'est tout un parcours, en fait. Et ce parcours qu'on doit faire dans notre tête, et malheureusement, comme vous dites, on n'y pense pas, ou en tout cas on ne l'évoque pas, ou on ne le provoque pas, et on met très souvent et très facilement dans des tiroirs. Mais j'aimerais bien voir encore un dernier extrait de votre film qui touche à votre frère et aussi à la porte fermée. Mais bon, voyons le film. قولي يا ماما كيف تينا؟ كيفاش كتحس براسك اليوم؟ خلينا نهلك. كيفاش سوما؟ ها؟ قولي شنو عملتك؟ ها؟ ياك لاباس؟ عاود لي، افتح لي قلبك، أنا بنتك، أنا كريمة ماما. T'es triste, t'es fâché. Hein? شوف فيا. أي يستاهل. قلتينا احتالوا على خاكم زدي محمد. كتعقل؟ ضربوه في كوميساريات بوليس. كنتي في مكة من زدي محمد مات. بقيتي في مكة من زدي محمد توفى. عطيتني نعاود نساعد. شنو غتعمل من تحت؟ نهضر معاهم. تهضر مع شكون؟ عند بابا. طب شوي عليك، مع شكون بغيتي تهضر باش نفهمك؟ عند بابا. Oui, c'est vraiment un très beau film et j'espère qu'il y aura encore beaucoup de spectateurs qui vont le voir. Peut-être une dernière question, parce que la porte, elle revient très souvent dans le film. Et votre maman parle de cette petite porte qu'elle n'arrive pas à ouvrir. Et je crois que c'est quelque chose qui est métaphorique. Est-ce que vous pourrez me dire quelle est la porte qu'on n'arrive pas à ouvrir? Ou que le film sert à ouvrir justement cette porte? Je vous laisse trouver la réponse, là, Je vous laisse trouver la réponse. Donc on laisse aux spectateurs qui vont voir le film à trouver la réponse et la clé de la porte. En tout cas, bravo et encore une fois merci d'avoir fait ce film, d'avoir fait ce parcours. Il vous a pris combien de temps à le réaliser? 6 ans. 6 ans. 7 ans. 6-7 ans, voilà. Je pense que c'est devenu une durée normale de documentaire parce que c'est quand même, ce sont des vies qu'on raconte. Merci beaucoup et bonne chance. Merci Zlatina. Merci. Et en tout cas, on se reverra, j'espère, en salle avec les spectateurs. Merci. Et nous allons voir donc le trailer du film de la réalisatrice que nous allons accueillir bientôt sur ce plateau.
Mon père m'appelle Sarah, ma mère Romy. Il habite Bruxelles et ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu. J'en ai parlé hier à une amie, Anaïs. On est voisines et elle est documentariste. Alors j'ai dit à mon père, je viens avec une amie et une caméra. Le divorce, c'est marrant. Ça permet de remonter le temps. Le divorce, c'est marrant. Ça permet de raccrocher les gens. Le divorce, c'est marrant. Ça permet de remonter le temps. Le divorce, c'est marrant. Ça permet de raccrocher les gens. Ma tête, elle va plus bien là. Je sais pas si je vais être à même de continuer à éduquer mes enfants normalement s'ils continuent à être violents comme ça sur moi. On considère toujours que c'est la matière qui doit être violentée. Si le psychique est violenté, ça n'est pas une violence. Ronnie Trajman, que j'ai le plaisir d'accueillir ici. Bienvenue Ronnie, Romy plutôt. Et vraiment, je suis très heureuse de présenter votre film. Félicitations, c'est un premier film. Vous avez terminé vos études et je crois que le film était déjà quelque part présent pour vous. Et c'est un film qui parle de nouveau de rapport d'une fille, de sa mère et de son père, qui questionne les antécédents familiaux. Et c'est un film très audacieux à plusieurs niveaux, parce que vous entrez dans l'intimité de la famille, dans les non-dits de quelques générations, et aussi dans vos propres questionnements. Et donc je propose de voir un extrait du film, le début du film. Donc, La dernière fois que j'ai vu un garçon et qu'il a voulu aller plus loin, je l'ai frappé. J'ai bloqué tout et je me suis levée d'un coup. J'ai dit « Où est mon sac ? Où est l'escalier ?» Je suis sortie mécanique de cette pièce et j'ai tracé chez moi. Je n'ai jamais couché avec un garçon. Comment lui expliquer ce qui bout, ce qui se volcanise en moi? Je ne suis pas une femme, je ne sais pas ce que c'est être une femme. Je suis juste la fille de ma mère. Oui, j'ai 21 ans, et normalement toutes les filles de 21 ans ont déjà eu des expériences. Eh bien moi, ça fait 10 ans que je bosse avec ma mère. On a monté une boîte de production musicale, on a chanté, joué ensemble. On a déménagé 20 fois en 20 ans, on a rêvé ensemble. J'ai quitté l'école, on a regardé dans la même direction, avec un seul rêve, y arriver, ensemble. Je ne suis pas dans ce truc sentimental. Mon seul objectif est clair. Avec ma mère, construire. Avec ma mère, s'en sortir. De quoi? Du regard que ma famille porte sur ma mère? Du regard de la société sur une femme monoparentale? Qui est l'ennemi? Oui, je veux venger ma mère, mais je ne sais pas de quoi. Oui, je veux y arriver, mais je ne sais pas à quoi. J'ai une rage, une colère, mais je ne sais pas pourquoi. Romy, comment vous avez trouvé le nom de votre film, Le divorce de mes parents? Alors, déjà, donc, j'ai quitté l'école à 14 ans pour chanter au départ dans une chanson que ma mère avait écrite qui s'appelait Moi je te dis LOL, LOL, donc comme Laughing Out Loud qui signifie marrant. Et du coup, j'ai eu l'impression de vivre une forme d'adolescence, en fait, qui était une adolescence différente finalement parce que j'allais pas en cours, mais en revanche, j'étais dans un espèce de projet un peu à la Disney comme ça, très adolescent, un peu sucré et rigolo, mais dans un contexte qui n'était pas vraiment, en fait, qui n'était pas très rigolo, mais le projet lui-même était assez marrant. Et du coup, quand est venu l'idée, enfin le moment de choisir le titre, je savais que j'avais envie de mêler justement une histoire de famille qui était voilà, pas évidente, mais en même temps avec quelque chose de plus rafraîchissant, de faire un pas de côté en fait sur le drame familial. Et soudainement a jailli ce jeu de mots parents marrants. Et je me suis dit que ça faisait complètement sens parce que du coup c'était faire un écho à cette enfance-là, dont je traite aussi dans le film, enfin cette adolescence. Et puis aussi de... Oui, c'est vrai que c'est un film qui a cette toujours... Je dirais qu'il a un rythme entre le drame et la
comédie, si je puis dire. En tout cas, c'est ce que j'ai eu envie de faire, mais après, le résultat est un peu différent, mais il y a il y a ce truc un peu solaire et en même temps beaucoup plus sombre aussi. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont très sombres dans le film, mais en même temps, vous avez réussi, et chapeau pour le courage, d'en faire une comédie et d'en faire un documentaire comédie musicale que je n'ai pas eu l'occasion de voir jusqu'à maintenant. Et je vous félicite pour le courage de mettre et de parler des choses en fait de cette manière-là. J'imagine que la comédie musicale est venue tout à fait, comment dire, naturellement. Oui, en fait, à la base, le film avait été sélectionné dans un atelier du festival Premier Plan d'Angers. Et à ce moment-là, il y avait un tout petit extrait du film avec une musique que j'avais écrite, composée. Et c'est Rebecca Zotowski, donc, qui est une autre cinéaste, qui avait entendu cette chanson, qui a dit c'est intéressant cette chanson. Et on en a parlé parce que c'était un atelier musique et cinéma. Et elle m'a dit mais pourquoi tu pousserais pas plus en fait, puisque t'es dans l'intime, autant y aller quoi. Et si t'écris des chansons, ça peut faire sens. Et elle je pense qu'elle m'a donné confiance. Et puis en fait l'objet est devenu, comme vous dites, un documentaire musical. Voilà, mais c'est vrai que c'est souvent, voilà, c'est des choses que je prévoyais pas. Moi je prévoyais pas du tout de faire un film documentaire à la base parce que j'écrivais plus de la fiction. Documentaire je connaissais pas du tout. Et finalement les chansons ont jailli aussi au milieu du processus du film quand on avait déjà commencé à tourner des séquences. Et c'est une façon de donner un peu de légèreté, de poésie au film aussi, de façon différente. Et est-ce qu'il y avait des questions que vous vous posiez mais dont vous n'aviez pas les réponses, ou que vous n'osiez pas vous poser, ou que vous n'osiez pas poser aux autres, où le film vous a permis en fait de franchir cette limite et cet tabou? Je pense qu'il y avait un rapport à la violence, il y a toujours eu ça dans cette histoire aussi de famille. Je sentais beaucoup de zones troubles, de non-dits. Et moi j'avais au fond de moi, je pense, des choses que j'arrivais pas vraiment à digérer ou pas à dessiner. Je me sentais un peu prise en otage de cette histoire et j'avais besoin finalement de poser les questions qui fâchent un petit peu pour finalement nous redonner un espace, un chemin de liberté, et que notre famille puisse aller de l'avant et ne pas rester enfermée dans une forme un peu de huis clos comme ça, d'histoire un peu étouffante aussi par moments. Mais bon, on sait très bien que toutes les histoires de famille sont pas faciles. Voilà, c'est juste que là j'ai décidé de le mettre en lumière, comme beaucoup aussi de films intimes. Oui, et vous avez aussi, en brisant les tabous et en mettant des mots, je pense en fait que vous avez aussi libéré tout le monde d'une certaine culpabilité. Je pense qu'y compris vous-même. Oui, c'est sûr. Je commence le film aussi en parlant de moi, de mon rapport aux hommes, à la féminité, etc. C'est une démarche qui... je pense que je me disais, voilà, là j'entre dans la vie adulte. En fait, j'avais fini mes années de cinéma. Je me disais, mais en fait, je vais jamais... je peux pas rentrer dans cette vie dont on veut que je rentre et tout. J'y arrivais pas et je me suis dit, il faut vraiment... Je sentais qu'en moi, il y avait quelque chose qui me manquait, que j'avais pas assez de pièces pour pouvoir me sentir en fait libre dans cet espace-là qui est la vie, entre guillemets, d'une personne adulte, indépendante, etc. Et puis, poser ces questions, oui, c'était me libérer, mais je pense qu'en effet, ça a vraiment servi mon père aussi, ma mère, enfin chacun, en fait, ça nous fait nous poser des questions et ouvrir aussi le champ des possibles. Ouais. Vous avez vécu une relation très fusionnelle avec votre maman, qui quelque part me semble aussi dangereuse qu'en fait la relation manquante avec votre papa, qui était un peu diabolisé aussi dans la famille. Donc est-ce que ça vous a permis aussi en fait effectivement de retrouver votre personnalité
de s'épanouir. Est-ce que le film a servi aussi en quelque sorte? Oui, en fait, je pense que j'avais l'impression toujours de vivre une forme de guerre, entre guillemets, familiale. Et je pense que dans des guerres, on se soude très fortement avec les alliés. Enfin voilà, c'est comme dans tout truc. Quand on est contre quelqu'un, ensemble, on est très soudés. Et c'est ce qui s'est passé avec ma mère. En effet, il y a eu... donc mon père est bipolaire, c'était assez difficile à vivre. Il a eu voilà, des moments difficiles, des crises, etc. Diabolisé, je sais pas. Je pense qu'en effet... j'ai pas d'archives de lui dans ces moments de crise maniaque, mais c'est vrai que c'était quand même assez... Ouais, ça a été loin. Et de fait, j'ai tissé avec ma mère une relation très forte qui était en réaction en fait à cette violence. J'ai eu beaucoup je pense que c'est très difficile quand on sort, peut-être, c'est bizarre de parler de guerre, hein, je sais que c'est pas vraiment le truc, mais c'est vraiment ma sensation intime. On sort d'une guerre, après il faut vivre, il faut pas survivre, il faut juste vivre en fait. Et vivre après survivre, c'est un peu difficile, parce qu'on se dit mais en fait, il n'y a plus autant, les enjeux sont plus tièdes en fin de compte, toute cette espèce de truc comme ça, familial, très intense, machin. La vie, toute simple, elle m'intéressait pas en fait. Je me suis dit mais si c'est ça la vie, ça m'intéresse pas. Et du coup, il m'a fallu réapprendre à retrouver du sens en fait, et une forme d'excitation et de sens à la vie et non à la survie. Et ça, c'était dur. Et je pense que je suis en chemin. C'est parce que voilà, retrouver une intensité dans la vie sans être dans un conflit. Écoutez, vous êtes très talentueuse et très intelligente, et je trouve que la façon dont vous avez raconté tout ça, elle est merveilleuse. J'ai beaucoup ri, et en même temps, en pensant à toutes les questions que vous avez en fait évoquées, de philie et en fait de fusion et de questions en fait de la bipolarité de votre papa, et aussi toutes ces antécédents d'une famille juive, des gens qui étaient dans les camps mais qui ne voulaient pas en parler, mais tous les traces en fait qui restent pour plusieurs générations. C'est un film très très profond derrière sa légèreté, et j'espère que vraiment vous allez retrouver le sens, et aussi dans le cinéma, et vous allez en fait nous amener encore beaucoup de très bons films. Vraiment un grand merci. Et j'espère que nous pourrons montrer votre film et vous présenter au public, et nous avons l'intention aussi de créer un ciné-club Millennium pour en fait présenter les cinéastes belges et les jeunes cinéastes belges. Et donc merci Ronnie. Merci beaucoup. Et je propose maintenant de voir en fait le trailer du film suivant du réalisateur Boris van der Voort, qui s'appelle Le dormeur éveillé. Je me réveille souvent entre 3h et 5h. Comme je n'ai pas appris à identifier et à comprendre mon biorhythme, je vais entreprendre des expériences sur le biorhythme et sur le sommeil. Expérience numéro 1. Enregistrer les phases du sommeil. 1, 4, 12, 58, 234, 1227. Je me sens insomniaque, car subsiste en moi l'idée que la nuit est faite pour dormir. Il n'y a pas de réveil matin dans la nature. Mais l'être humain ne se soumet pas à la nature. Un, 4, 12, 58, 102. Je veux prolonger mes nuits. Je veux rêver davantage. Le sommeil a peut-être constitué le premier état de la vie sur la planète. Il est si bénéfique que j'en arrive à me demander pourquoi la vie a-t-elle pris la peine de se réveiller.
bienvenue dans ce studio. Donc, j'ai dit que nous avons des films très très différents, très variés, mais aussi avec un énorme potentiel créatif, avec beaucoup de questionnements. Et donc, vous questionnez, en fait, toi, tu questionnes notre insomnie, notre besoin de dormir et en fait l'impossibilité. Tu as plusieurs raisons. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de l'envie, pas de la jeunesse, parce que j'imagine que c'est clair quand on a l'insomnie, à un moment, ça commence à être obsédant. Mais en fait, quel était le message que tu voulais faire avec ce film? Pourquoi tu voulais le partager avec les autres? C'est un film où à la fois je veux parler de la valeur du sommeil, en fait, qui est un peu... on accorde très peu de sommeil, de place au sommeil dans notre société, où on a un peu tendance à le considérer comme un intermède entre deux états de veille. On ne lui accorde pas beaucoup de temps. Donc je voulais à la fois parler de cette importance du sommeil, et aussi je voulais aussi parler de la réconciliation d'un homme avec ses insomnies, parce que je pense que les insomnies ont des choses à nous apporter, à nous révéler sur nous-mêmes. Il y a une phrase que j'avais lue qui m'a marqué, c'est la nuit nous enseigne ce que nous sommes et le jour ce que nous devons être. Et en tout cas, je pense que moi, mes insomnies m'ont révélé un état de l'être, mon état de l'être, qui était pendant toute une période émotionnellement un petit peu compliqué. Et puis aussi, ils m'ont révélé des choses d'un point de vue physiologique. Donc, l'insomnie révèle un état de l'être tant au niveau physiologique qu'émotionnel. Et Le chat revient très souvent dans ton film. Et comme moi, je suis grand amateur de chats. J'adore, il y a une séquence en fait que nous ne pourrions pas montrer. On a vu un tout petit extrait dans le trailer. Le chat qui passe, le rapport entre l'œil et le chat qui traverse l'œil et qui entre dans... Et puis en fait, de nouveau, qui entre et qui essaye d'entrer. Il y a un rapport très spécial que vous créez. C'est une séquence qui m'a vraiment fait penser à Buñuel à un moment. C'était quoi ce rapport avec le chat? C'était quoi en fait son rapport avec l'œil? C'est vrai que il y a une séquence où quand je n'arrive pas à dormir, c'est comme si je me voyais, je n'arrivais pas à lâcher prise. Et donc il y a un œil qui regarde dans mon oreiller, dans l'ombre de mon oreiller, comme s'il me regardait dans cette impossibilité. Et le chat, en général, quand je me lève la nuit, j'essaie d'allumer un minimum de lumière, voire pas du tout de lumière. Mais le premier être à qui je suis confronté dans ma maison, c'est le chat. Et donc le chat est devenu mon alter ego dans ce film, parce que le chat est un animal nocturne. Et voilà, je me retrouvais un petit peu dans la même position que lui. Et puis c'est aussi un peu, le chat, c'est le maître des lieux. Quand je me promène dans la maison la nuit, lui, il voit, moi je ne le vois pas. Et donc je me sentais souvent observé par le chat la nuit. Et il y a encore une séquence que j'aime beaucoup dans votre film, c'est quand vous filmez les animaux la nuit. Et il y avait toute cette danse des animaux, parce que c'est vraiment en accéléré. Et j'avais l'impression d'un mouvement chorégraphique et en même temps toute une réflexion sur l'espace, sur le temps, sur notre rapport avec la nature.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une séquence, il y a une assez longue séquence avec 2 renards qui viennent jouer dans un jardin la nuit. Et voilà, je pense que ce que je voulais raconter, en tout cas par cette séquence, c'est que j'ai appris en fait qu'il y avait des espèces animales qui étaient diurnes et qui sont devenues nocturnes pour échapper à l'emprise de l'homme, parce que l'homme est un colonisateur et que le seul refuge qu'ils ont trouvé pour retrouver un espace, c'est la nuit. Et voilà, je trouvais ça assez beau en fait que dans nos jardins, les animaux reviennent coloniser nos territoires, ils reprennent leurs droits. Et c'est un peu aussi l'insomniaque aussi. Pour lui, la nuit est un refuge pour prendre distance par rapport à son mode de vie, par rapport à... il est dans un regard plus critique par rapport à la société. Il se pose des questions en se disant je ne dors pas, mais nous sommes nombreux à ne pas dormir. Est-ce que c'est réellement de l'insomnie ou est-ce que c'est une adaptation au rythme que nous impose la société? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de dormir? Doit-on forcément dormir d'une seule traite durant 6 heures? Le sommeil est quelque chose c'est ce que j'ai appris en fait en faisant ce film, est quelque chose de beaucoup plus modulable et beaucoup plus... on ne dort pas de la même manière durant toute notre vie. Un bébé dort 16 heures par jour, puis ça régresse, il a besoin de faire des siestes. Un adolescent, tout d'un coup, n'arrive plus à s'endormir à 10 heures du soir, c'est physiologique. Il s'endort 2 heures plus tard. Il a besoin de beaucoup plus de temps pour se réveiller le matin. Mais bon, les horaires scolaires ne permettent pas à ces enfants de dormir, qui justement un moment qui est essentiel pour eux, parce que c'est les dernières heures, c'est le moment où on rêve le plus. Et les rêves sont essentiels parce que c'est le moment où on fait des liens. Dans le sommeil, il y a une phase où on consolide des apprentissages, où on vient classer des choses. Et puis il y a un second stade où on fait des liens entre toutes ces choses apprises. Et si on n'a pas ce sommeil des rêves et ce sommeil qui nous permettent de lier les choses, c'est comme si on avait juste stocké mais pas compris en fait, ou appris. Donc, on apprend beaucoup de choses. Est-ce qu'on pourrait voir encore un petit extrait de votre film? Bon, c'était la fin de votre film et vraiment je me suis posé la question pourquoi cette fin? Qu'est-ce que ça signifie? C'était comme beaucoup de séquences et de moments dans votre film, c'était une fin intrigante. Mais en fait, je pense en tout cas par cette séquence, j'ai envie de manière métaphorique en tout cas de dire que le sommeil est la condition de l'éveil à soi-même, aux autres, au monde. C'est le moment, c'est un reset, c'est un moment de reconstruction. Et puis alors aussi dans cette séquence, pendant tout le film, et ça je pense que c'est une de mes obsessions, je veux toujours filmer l'invisible. Et je pense que j'ai choisi ce thème, peut-être inconsciemment j'ai choisi ce thème-là parce que je voulais essayer de filmer ce qui se passait dans ma nuit.
Et à un moment, voilà, cette idée de cet homme qui se reconstruit par des vagues, par des choses extérieures, peut-être que c'est des souvenirs, peut-être que c'est c'est comme un rêve, on ne sait pas du tout comment naissent des images dans un rêve. Et en tout cas, cet homme qui se reconstruit, ça me semblait peut-être une manière de filmer cet invisible du sommeil. Merci, vraiment Boris, merci beaucoup. En tout cas, j'ai appris énormément sur le sommeil et sur mes propres problèmes, et je crois que les spectateurs pourront quand même avoir une idée plus large, ou en tout cas trouver d'autres solutions, et puis vraiment redécouvrir le sommeil et le monde, et voilà, notre phase éveillée via le film. Merci beaucoup. Et maintenant, je propose de voir un extrait du film de Charlotte Diamant, j'espère que j'ai bien prononcé, et de voir vraiment un extrait, parce que c'est un film qui parle donc des espoirs de notre génération, comme j'ai connu sa maman qui est réalisatrice, et donc qui parle en fait des espoirs d'une génération et de messages d'une génération vers l'autre. Est-ce qu'on pourrait voir d'abord l'extrait? Mon quartier est différent dans Bruxelles. Les différences semblent être la norme. Autour de moi, j'entends souvent une série de mots qui racontent l'époque. Progressisme, humanisme, intégration, multiculturalisme. Donc c'était vraiment un projet participatif, hein. C'est ça qui est fou. Enfin, en plus, ça s'appelait La Nouvelle École. Donc on a plongé les 2 pieds dedans. Et puis on se disait, c'est chouette d'avoir une école où il y a vraiment tous les milieux sociaux et culturels. Nous nous intéressons aux enfants de l'Atlantique à l'Oural, du Cap Nord au Cap de Bonne-Espérance. Le seul nom du Cap de Bonne-Espérance nous fait présager d'un avenir que nous voulons meilleur. Bonjour Charlotte, bienvenue dans ce studio. Merci d'être avec nous et surtout merci d'avoir fait ce film qui nous pose beaucoup de questions à nous, notre génération, mais je pense à tout le monde aujourd'hui, entre les rêves, entre les espoirs qu'on a vécus, entre la société qu'on a imaginée et la société dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, et aussi en quelque sorte comme l'héritage que nous avons laissé, et ce dialogue avec les films de votre maman, ce dialogue de questionnement de 2 générations est vraiment a donné un film très fort et très interpellant, un très très bon premier film. Donc est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre histoire, de vos 3 amis, en fait, pourquoi vous avez décidé de faire ce film? J'ai décidé de faire ce film parce que c'était... En fait, ma mère nous a déjà filmé, mes amis et moi, lors du passage de l'enfance à l'adolescence, donc dans cette école de quartier à Saint-Josse. Et donc, moi, j'ai nourri comme ça le fantasme toutes ces années durant de faire une suite à ce film. Qu'est-ce qu'on est devenu, nous, les petites filles de la place Saint-Josse. Et voilà, donc en ayant un enfant, je me suis retrouvée confrontée à ces questions de mais qu'est-ce que à mon tour je vais transmettre alors que le monde dans lequel moi j'étais enfant n'est plus et que quelque part il s'est même pulvérisé. Voilà, donc j'ai eu envie de trouver, en tout cas, si pas des réponses, d'aller enquêter dans ce que le passé avait pu être
et aussi de jouer avec l'héritage de ma maman, donc qui fait des films, et d'en faire une nouvelle matière sur base de son travail et puis de quelque chose de réactualisé avec d'autres amis que j'ai pu rencontrer par la suite. Et comment était, parce que j'ai compris par le film que vous vous êtes séparés pendant une période avec ses amis, et que vous vous êtes retrouvés quelque part pour le film. Quelles étaient ces retrouvailles et comment ça s'est passé? Mais en réalité, non, il y en a une avec qui on s'est séparés, puis il y en a, par la force des choses, hein, mais les autres, on est restés amis tout le long, et on est encore amis maintenant. Et voilà. Et est-ce qu'on pourrait voir encore un extrait parce que à un moment, peut-être qu'on va discuter après l'avoir vu. Il y a une grosse communauté érythréenne. Eux, ils croient que je suis érythréenne. J'étais en Égypte, ils ont cru que je venais d'Assouan. Je vais chez des Brésiliens, ils pensent que je suis brésilienne. Ma mère est blanche, mon père est noir. Tous les deux du Maroc. Donc je suis métissée, du même pays. Mais au niveau type, je n'ai pas le type maghrébin. Et je pense que ça m'a vachement aidée dans le sens que je voyais bien que les gens qui avaient le type maghrébin, en tout cas à mon époque, c'était dur. C'est pour ça que je dis que je suis une enfant de l'univers, parce que je ne m'identifie pas que sur une seule chose. Je suis européenne, je suis belge, je suis marocaine, je suis maghrébine, je suis africaine. Après, j'ai un peu des yeux bridés un tout petit peu. J'ai les cheveux crôlés. Quand je les lisse, on dirait qu'ils sont lisses. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis caméléon. Enfin, je me suis jamais sentie pas à ma place, au fait. Dans Bruxelles multiculturelle, nous venons tous en fait de différents pays, différentes origines, et déjà comme on a en fait discuté dans les films précédents, ce n'est pas toujours évident de vivre sa différence. Ici, j'aime beaucoup cette séquence de votre film, et quand elle dit je suis un caméléon, je ne sais pas qui je suis. Est-ce que c'est quelque chose en fait qui est très typique pour beaucoup de jeunes en fait de votre génération? Ah ouais, complètement. Moi j'ai grandi, ce qui est rigolo c'est que moi j'ai grandi avec elle, donc j'ai suivi toutes les étapes d'évolution de leurs identités, de leurs représentations, et le film interroge vraiment les représentations de chacune. Donc il y en a une qui est d'origine marocaine, une qui est d'origine turque, une d'origine marocaine, et chacune s'est constituée, a été piochée, glanée à gauche, à droite, ce qui correspondait à leur représentation d'elle-même. Et le film, de ma part, il y avait vraiment cette tentative d'aller chercher là-dedans. Et moi qui est toujours d'ailleurs, cette identité, j'ai la peau blanche, je ressemble à l'identité dominante, on va dire. Je me suis aussi quelque part, j'ai aussi glané à travers leurs histoires et leurs représentations. J'ai aussi construit mon propre personnage. Donc voilà, et en filmant leur maman à chaque fois, on comprend d'où elles viennent, et dans le monde dans le Bruxelles qu'on connaît, on comprend ce avec quoi elles ont dû composer. Et forcément, c'est une espèce de micmac, et le film tente d'aller, de raconter ça, quoi. Et quand même, il y a une grande question dans ce film, que vous avez eu vos rêves, et en tout cas vos espoirs dans un monde qui proposait quand même autre chose, beaucoup plus libre, beaucoup plus intégré, beaucoup plus, ouvert, pour se retrouver dans un monde du consumérisme et de marketing, comme vous le dites. Donc, quel est l'impact en fait de ce monde dans lequel vous vous êtes retrouvés? Quelles sont vos revendications? Quels sont aussi les messages que vous avez en fait envie de donner à votre tour?
Je crois que, en tout cas, moi, ce que j'ai voulu faire avec ce travail-là, avec ce film-là, au-delà du, effectivement, ce petit côté un peu mélancolique qu'on peut retrouver, enfin, en tout cas, moi, j'ai à la vision du film, ce que j'ai eu envie de raconter, c'est que le simple fait d'avoir connu ce monde d'avant, que sans doute je fantasme maintenant à 35 ans, a fait de ma génération, en tout cas à celle des petits-enfants des gamins qui ont grandi à la nouvelle école, à la place Saint-Josse, on a cru un autre monde allait être possible. Et je crois que ça a clairement dessiné une génération. Enfin, je vais me limiter à ceux que je connais parce que le monde est vaste, mais je pense que pour ceux qui sont plus jeunes maintenant, il n'y a pas eu cette... j'ai l'impression que c'est plus... Voilà, ils sont plus pragmatiques, plus réalistes, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai comme sentiment. Quand je vois mon gamin, c'est pas... qui a 11 ans, je vois pas du tout ces espèces de rêves d'utopie. Mais je réponds pas à la question avec tout ce que je raconte, hein, mais... je porte pas vraiment... C'est pas un film de revendication. Il y a le constat d'un monde qui a été, d'un monde qui n'est plus. Et voilà, et j'essaie aussi de montrer que malgré tout, les portraits que je fais, les 3 filles qui sont filmées, elles ont quand même fait un pas en avant de malade par rapport aux univers dont sont issues leurs mamans, qui sont plus difficiles, plus rudes, faits de moins de liberté, et qu'elles arrivent quand même à faire quelque chose d'innovant, enfin, qui corresponde un peu à ce qu'elles avaient envie d'être, même si elles en payent le prix plein. Voilà, j'avais envie de montrer ça aussi, mais c'est pas une revendication, non. Oh oui, mais peut-être que c'est moi qui le vis comme ça, Ouais. Mais j'aimerais bien en fait voir un des derniers épisodes de votre film, Ouais. Parce que votre maman là se pose des questions que je me pose moi-même, et surtout avec ce qu'on a vécu cette dernière année, je me pose de plus en plus la question de l'héritage et de la démocratie. Est-ce qu'on pourrait voir le dernier extrait? Donc je me rendais pas compte à quel point la démocratie, c'est un truc qu'on devrait refiler de génération en génération, mais... La démocratie, en voilà une qui a bien morflé. Que reste-t-il des certitudes de mon enfance? Qu'est-ce que je vais faire de tout ce bazar? Quel trésor transmettre? Quelle trace garder? Quel objet jeter? Tu vois, celle qui est affreuse, que tu avais, celle de l'angoisse. Et donc on est arrivé au bout de ce cauchemar. Malgré le modèle dominant, l'héritage culturel et les temps incertains, Essinam, Zeynep et Laïla façonnent avec une certaine grâce leur propre grammaire existentielle. Votre film, peut-être qu'il a été fait avant, mais il pose cette question en fait qu'on se pose de plus en plus, parce que dans cette période des acquis qu'on croyait vraiment acquis, la démocratie pour nous c'était une donnée, en fait une réalité incontestable, et que maintenant on se pose vraiment beaucoup de questions sur les principes démocratiques, sur nos droits. Et on se rend compte en fait que ce n'est pas un acquis. Donc je pense que le fait que votre film questionne toute cette époque, tous les passages, et je me dis que vraiment, est-ce que vous avez un message à nous dire? Est-ce que en fait cette question de défense de la démocratie et de nos droits est quelque chose d'important pour vous, pour votre génération de cinéastes? En tout cas, je crois qu'en faisant ce film, il y a cette volonté-là, clairement, de relater en tout cas entre guillemets la souffrance, le terme n'est peut-être pas le plus adéquat, mais de voir que ce qui paraît
comme vous dites, des évidences, ce qui avait pour nous été des évidences, enfin l'idée de la démocratie, pour moi, c'était l'acquis suprême, quoi. Et que jamais rien ne pourrait nous atteindre, enfin, surtout ici en Occident, bien opulent. On était bien protégés, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai grandi dans cette idée-là. Et quand j'ai compris que ce monde-là était en train de se déliter, ben, c'est vrai que l'idée de faire ce film est venue. Et pour moi, j'ai du mal à me dire militante ou de revendiquer des choses, etc. Mais pour moi, faire ce film, c'était une façon de reposer ces questions et d'essayer de le mettre sur une ligne, enfin, de voir de là où ça vient, d'essayer de comprendre un cheminement, un processus, et de voir effectivement à la fin du film, je montre les manifestations quand l'extrême droite arrive au pouvoir en Belgique. Enfin, c'est un truc, jamais on aurait pensé que ça allait être possible, quoi. Il y avait cette idée de cordon sanitaire, voilà. Et pourtant, voilà, c'est dans le film, ça existe. Et pour moi, ça s'est passé au moment du tournage, c'était totalement, comment dire ça, imprévu. Ça a été un choc immense. Donc voilà, la chose est en route, quoi. Tout est possible. Enfin, on le voit à travers le monde, tous les chouettes bonhommes qui sont à la tête des grands États. Voilà, donc j'ai pas vraiment un message à faire passer. C'est plus un film de constat en réalité. Si ce n'est que j'ai de l'espoir dans la génération qui vient, quoi. Enfin, je crois que la fin le raconte assez bien avec ces portraits de gamines qui font du skateboard et du football. Voilà, je pense qu'il y a une génération qui va être un peu plus comique que la nôtre, mais voilà. Merci beaucoup Charlotte, merci vraiment beaucoup. Et je crois que le documentaire, on le voit avec les films dont nous avons parlé. Malheureusement, j'aurais préféré parler de ces films et j'espère qu'on va le faire en salle parce que ici, je remplace le public, sinon ça aurait été beaucoup mieux que c'est le public qui vous pose les questions et que vous avez le sentiment de sentir le pouls, comment les émotions qui montent de la salle, c'est tellement beau. Et on se questionne nous aussi, comme festival, comme acteur culturel, on est inquiet pour tout ce qui se passe aussi dans le domaine de la culture, parce que la culture quand même a été, non seulement en fait on est souvent le parent pauvre, mais la culture n'a pas pu jouer le rôle qu'elle devrait en fait jouer, et que tous ces films pourraient aider les gens de s'en sortir mieux, de mieux comprendre en fait ce qui s'est passé pendant ces 2 pratiquement dernières années. Donc j'espère que vraiment le cinéma documentaire va continuer à vivre. Et donc, on a posé la question à la ministre, Madame Bénédicte Lénard, pour voir en fait quel est l'avenir du cinéma documentaire, parce que cette période était une énorme épreuve pour les cinéastes. Et donc, je crois que le cinéma, comme les autres domaines de la culture, mais nous, on est dans le cinéma documentaire est vraiment fait avec très peu de moyens. Et donc, ben voilà, on espère qu'il sera soutenu. Je propose de voir cette interview qui donne quand même un certain espoir. Donc, depuis un peu plus d'1 an, effectivement, la crise est venue chambouler tout ce qu'on avait prévu au niveau du travail culturel. Et donc, depuis 1 an, ma préoccupation première, c'est de faire en sorte qu'on puisse garder ou ravoir un accès à la culture. C'est essentiel que cet accès à la culture, et dont le cinéma fait partie, ait lieu, parce que je pense que particulièrement en temps de crise, on a besoin d'accès à la culture, le public a besoin d'accès à la culture pour pouvoir, à un moment donné, souffler, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, pour pouvoir décoder et faire du sens. Et le cinéma participe de cela. Et donc, ce qu'on a dû faire ici, depuis plus d'1 an, c'est de voir comment, non seulement sur le court terme, mais aussi sur le long terme, on allait pouvoir soutenir, entre autres, le secteur du cinéma, qui est une partie de la culture. Et les documentaires que j'englobe dans cette partie cinéma, en fait, jouent particulièrement ce rôle de décodage, de compréhension, de loupe sur certains sujets. Et donc, c'était important de pouvoir répondre à court terme et à long terme. Sur le court terme, depuis un peu plus d'1 an, parce qu'il y a eu 2 confinements, donc aujourd'hui les salles sont de nouveau fermées, mais à un moment donné, on était déjà dans une démarche de réouverture. Et donc, on a mis en place
énormément d'aide pour faire en sorte que toutes les étapes du cinéma puissent reprendre d'une manière ou d'une autre. Par exemple, on a très vite mis en place un fonds de garantie pour permettre au tournage de reprendre, parce que pour avoir des films dans les salles, on a besoin qu'il y ait des tournages. On a évidemment mis des moyens sur la table pour les surcoûts Covid pendant les tournages, mais on a aussi soutenu financièrement les distributeurs. On a fait en sorte de mettre en place des moyens pour les cinémas subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi pour ceux qui n'étaient pas subsidiés, les cinémas de proximité, parce que je pense qu'ils ont un rôle à jouer aussi dans le lien entre le public et la culture. Et puis de manière plus structurelle, on a mis des aides supplémentaires à l'écriture, on a revu les aides au développement. La semaine passée, ou même hier, je ne sais plus, on a changé, transformé les aides au réinvestissement dans des primes au succès, donc les primes au réinvestissement passe dans des primes au succès. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et puis, il y a une enveloppe structurelle supplémentaire de 400 000 € par an qu'on a décidé la semaine passée pour soutenir la création dans le monde du cinéma. Alors, ça rejoint l'idée qu'on va avoir un enjeu majeur aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant. C'était quelque chose qui existait déjà avant, mais avec la crise encore plus, c'est de se dire comment est-ce qu'on recrée le lien entre le spectateur belge et les productions cinématographiques belges. Et donc, une des manières d'y arriver, il n'y a pas que ça, c'est de travailler à la diffusion. Et donc, avant, il y avait des primes au réinvestissement, mais qui deviennent des primes au succès. C'est-à-dire qu'on récompense finalement le succès d'une œuvre belge francophone. Son succès, on regarde son succès dans les salles, dans les festivals, à la télévision, mais aussi sur les plateformes. Et donc, en fonction du succès du film, eh bien, il reçoit une prime qui peut aller jusqu'à 150 000 €, qui sera redistribuée entre les auteurs, les autrices, les producteurs, réalisateurs, réalisatrices pour l'œuvre, et qui est réinvestie directement dans une œuvre suivante pour pouvoir en fait faire en sorte que on puisse avoir dans nos salles aussi des œuvres vraiment qui créent ce lien avec le public. Et ça nécessite aussi probablement, et c'est un axe important je pense quand on parle de diffusion, qu'on travaille en amont sur la question de la diffusion. Au tout début de la création d'une œuvre, je pense que les producteurs, les distributeurs doivent être soutenus pour déjà penser à ce moment-là la distribution, la diffusion, la promotion. Et voilà, avec ça, nous terminons ce studio, surtout avec une note d'espoir, parce qu'on a besoin d'espoir. Comme vous avez vu, ce sont des films qui nécessitent des années et des années de travail. Et je dirais quand même, notre plus grand espoir, c'est aussi vous, le public. Et je vous conseille vivement, vous pouvez voir maintenant ces films sur Sooner, la plateforme où sont diffusés tous les films de festival cette année, qui passent malheureusement en ligne. Mais bon, vous avez la possibilité de voir 9 films belges en compétition, plus 7 films de jeunes cinéastes. Et donc, n'hésitez pas à soutenir le cinéma belge. Merci beaucoup à tous les participants. Comme je vous le disais en ouverture de ce studio, tous les films de la compétition belge et de la compétition Jeunes Talents Belges sont actuellement disponibles sur Sooner. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet festivalmillenium.org pour plus d'informations. En ce qui concerne les studios, nous vous donnons rendez-vous demain, le 21 mai, pour un nouveau studio autour du film Dear Future Children. Ce film nous permettra de nous poser la question de l'activisme chez les jeunes. Nous soulignons d'ailleurs la question, les mouvements citoyens sont-ils le signe d'une démocratie en déliquescence ou d'une démocratie en résistance? Il ne vous reste donc plus qu'à aller voir le film Dear Future Children sur Sooner et rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau Studio Millennium. Our generation fights for our seat on the table.
Climate change is connected to us. I started a movement to protect my future. There is such a big divide in this country. Injustice is present in every part of our lives. A dictatorship has nothing to do with our values. I'm not from China. I'm from Hong Kong. It's up to us to shape the future. It's better for my family not to know my role on the front line. We don't risk our future by protesting on the streets. Not going on the streets will risk our future way more. That day when I got beat up, I feel like I couldn't do that anymore. When they shoot us right in the face. I fear to fail. I'm very scared that they will know my name and my family's. We already lost so many battles. We can't risk losing this one. I ask myself if I am the right person to lead the movement. Being at the front line means a lot of risks. I don't know what will happen next. I really don't want to be the next face on this wall. Fear is their biggest weapon against us. People of my age stand up. Who can change the course of history. Through endless sacrifices, we hustle our way because this is our future. That's only the beginning. I'll do anything for a better future. I owe this to my future children.